Bonjour tout le monde. Bienvenue au festival Fumetti 2024, Chamboultou. Bienvenue aux personnes qui sont dans le public, bienvenue aux personnes qui vont nous écouter, aux personnes qui vont même nous regarder un peu plus tard, parce que c'est en différé, en replay. Mais pour l'instant, on est donc le premier jour. C'est un peu on est vendredi, le premier jour du festival Fumetti, et donc un premier antipasti avec Salim Zerouki, ici présent, à ma deuxième droite. Ici. Bonjour Salim. Je confirme, oui. C'est ça. C'est moi. Okay. C'est celui Bonjour. qui ressemble le plus à l'image derrière. Voilà, il y avait un petit défi, un petit jeu, on aurait pu lancer ça. Et donc, tout ce festival commence avec une programmation incroyable qui est disponible à l'accueil parce que j'en ai aucun souvenir de ce qui se passe. Mais en fait, il y a un accueil avec le programme imprimé, donc ça serait dommage qu'il ne serve à rien. Et donc, on va passer une bonne heure, 1h30 à peu près avec Salim, qui vient d'arriver à Nantes. Voilà. Donc, on est tous très bien réveillés. Oui, à peu Et près. donc, on va discuter avec Pierre, ici présent. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Pierre. Donc, je vais un peu faire ta bio Wikipédia en quelques lignes, en quelques mots. Donc, tu es né à Alger, une ancienne préfecture française, je crois. Non, c'est ça. Ah oui, un département. Ouais, non. Mais beaucoup plus tard, en 1978. C'était pour pas dire que c'était il y a très peu de temps. Voilà, on va un peu parler de ton parcours pendant cet antipasti. Mais tu es présent à Fumetti aussi pour ce livre, voilà, que si j'appuie sur la bonne touche, ça sera encore mieux, qui s'appelle Roima. Alors je sais pas. Non, si c'est je bien. le prononce bien. Oui. C'est bien. Ok. Si tu peux rouler les airs, ça ira Ouais, mieux. c'est ça. Est-ce que tu peux nous le dire, toi? Roima. Voilà. J'aurais dû t'enregistrer comme ça, je crois. J'aurais pu le mettre à chaque fois. C'est un premier tome. On va en reparler tout à l'heure, mais pour résumer très très brièvement, ça raconte ton enfance en Algérie pendant de 1900, du coup, dans les années 70 jusqu'à 92. Voilà, jusqu'à 92 pour le premier, ça ira jusqu'à 2000 pour le deuxième. Et à travers ton enfance, on va découvrir l'histoire d'un immeuble où tu as grandi, et à travers cet immeuble aussi l'histoire de l'Algérie. Oui. Donc on va en revenir, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc comme on disait, tu es né en Algérie et tu as dessiné petit déjà. Tu dessinais. C'est la question bateau qu'on va demander à tous les dessinateurs. C'est vrai que normalement, pour ceux qui connaissent un peu les antipastis, on a souvent tendance à montrer des dessins d'enfants. Donc on en verra quelques-uns par la suite. Mais là, on fait un peu une entorse au règlement vu que Roima parle déjà de ton enfance en Algérie et que à l'intérieur de celui-ci, on voit quelques dessins. On en a quelques aperçus de la culture même générale, des dessins animés, etc. Mais tu parles pas trop. À l'intérieur du livre, de ton rapport au dessin, à part un moment. Oui. Et du coup, on s'interrogeait un petit peu là-dessus dans un premier temps. Au fait, quand j'ai fait cette bande dessinée, je voulais pas raconter ma vie. Je l'ai fait par la force des choses. Je voulais raconter juste l'immeuble, surtout l'immeuble, comment cet immeuble comment il a été construit, comment il s'est délabré pour raconter l'Algérie. Et comme les anecdotes étaient reliées un petit peu à moi, j'étais obligé de raconter un petit peu ma vie. C'est pour ça que j'ai pas raconté beaucoup. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de choses par rapport au dessin. C'est bref, parce que je voulais pas. Et du coup, par rapport à ça, par rapport au dessin, comment tu as grandi avec le dessin enfant? Au fait, comme je l'ai dit, j'ai commencé à dessiner un petit peu au collège. Et comme tout le monde, j'essayais de dessiner les dessins animés, de dessiner les personnages. Mais j'ai commencé vraiment à dessiner peut-être un petit peu, pas enfant. J'ai commencé à m'intéresser peut-être vers 12 ans, 12-13 ans. Voilà. Mais avant, je dessinais comme tout le monde.
Alors tu te dis que tu as appris à dessiner dans le livre des voitures sur les, Ouais, sur les sur les tables. tables d'école, avec un copain qui t'apprenait qu'il fallait toujours commencer par le logo Ouais, de la voiture. Et donc du coup tu apprenais par le logo Mercedes, le Merco. exactement. Il fallait dessiner la calandre en premier, après tout le reste se ressemble. Et voilà, c'était une BMW, c'était rond, une Mercedes, c'était carré, c'est tout. Et donc là, on a une photo de ton premier livre, je pense, qui s'appelle L'Inspecteur Max, qui est une espèce de mélange entre Tintin, Spirou. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire Oui, nous en l'histoire, je parler m'en rappelle pas, mais je sais ce que c'est. Au fait, j'avais des vieux pifs dans lesquels il y avait des énigmes de l'inspecteur Max, je crois, ou il s'appelle autrement peut-être. Et je recopiais ces énigmes-là. Je refaisais la même chose, mais avec mon dessin à moi. Un petit extrait, effectivement. Donc ça, c'est une création ou c'est une variation Mais je m'en rappelle pas. Il manque une bulle, hein. Il manque un texte. Je pense que c'est ça l'énigme à trouver. Donc ça, c'est quelque chose que tu recopiais ou t'inventais du coup? Je m'en rappelle plus, mais je pense que à ce moment-là, je recopiais. Mais ça, je sais pas si j'ai inventé celle-là. Alors, J'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit. Bindo, cette montre est à toi? Oh non. Il y a une, Alors, il y a quel une tension. mystère. Quoi. Ouais. Ouais, non, je pense que j'ai recopié les énigmes de pif. T'es allé très loin dans ce concept. Oui. Là, Ça, j'ai fait ça avant. D'accord, ça c'était avant. Ok. Oui. Là, je mettais une semaine à dessiner un personnage. C'est une étude de personnage en fait, du chara design. Exactement. Comme on dit aujourd'hui. Oui. Ok. Mais la poule est super. Et donc, t'avais lancé aussi un concept de livre de coloriage, c'est ça? Oui. Ok. Que tu coloriais toi-même. Non, au fait que je coloriais pas, mais je D'accord. faisais le livre. Ok. Et tu le montrais à des amis? Je ou pense de que je la le famille? montre. Je sais pas si je le montre. Oui, sûrement que je le montrais. Hein. J'étais fier de ce que je faisais. Mais voilà, je savais dessiner que des personnages. J'arrivais pas à faire les décors et voilà. Et donc, ce qui s'apprêtait, c'était un livre de coloriage. Ok. Très bien. Mais là, j'étais beaucoup plus jeune que la BD. Hein. Et en parallèle de ces créations, donc est-ce que tu lisais beaucoup de bandes dessinées à Alger? Quoi tu avais accès en fait Au fait, j'ai commencé avec la bande dessinée. J'ai commencé avec la bande dessinée algérienne. Avec ça, je vais le raconter en détaillé dans le tome 2. Hein. Donc tu vas rien lâcher oui. maintenant. Mais si. C'était avec il s'appelle Aider Mahfoud. Et il avait fait... et j'avais acheté ces BD-là par hasard dans une... je pense que c'était un genre de braderie ou quelque chose comme ça. Et j'avais acheté 2 bandes dessinées à lui et j'ai découvert la bande dessinée algérienne. Et ça me parlait trop parce que tout était algérien. Les dessins, l'humour, les gags, les surnoms. Et j'avais 13 ans, ça m'éclatait. Et j'ai commencé à recopier ça tout de suite. Parce que juste avant, tu disais qu'une des références de lecture que tu avais facilement, c'était Pif. Oui. C'était des choses qui étaient traduites en arabe ou Non, c'était non, des c'était versions en français, françaises que c'était tu en avais? français. C'est Oui, des... oui. ouais, ok. Non, c'était des versions françaises. Donc effectivement, tu parles de Aider Mahfoud. Oui. Cette bande dessinée est très belle à l'intérieur. Ouais, c'est d'ailleurs complètement différent du reste de ce qu'il Oui, a oui, fait. oui, oui. Ouais. Et on retrouve un petit peu son influence dans certains de tes personnages en fait en regardant ces images. Voilà. J'ai tout de suite reconnu un peu en fait certains traits, certains visages anguleux, etc. Donc, et ça, tu lisais ça à quel âge? Ça, Aider Mahfoud, je l'ai connu à 13-14 ans, je pense. Et après, j'ai décidé... En même temps, j'ai connu il y avait beaucoup de caricaturistes algériens. Il y avait un journal qui ressemblait à un Charlie Hebdo, ça s'appelait Le Menchar. Dont il a été d'ailleurs un des fondateurs. Oui, il a été un des fondateurs. Et c'était que du dessin. Tout le journal, c'était de la caricature satirique. Et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, j'avais ces bandes dessinées et le journal. Et je recopiais, je lisais, j'inventais peu.
Et après, j'ai connu la bande dessinée franco-belge. Et notamment, je crois qu'on l'aperçoit dans ton livre. Pas ça non plus. Pas ça. Je sais plus où. Voilà, je l'ai Quelque peut-être part. passé, je l'ai peut-être oublié. Il y a Pif, en tout cas. Oui. Pif Gadget, que tu lisais. Je lisais, oui, je lisais beaucoup Pif Gadget. Ouais. Enfin, les magazines que j'avais. Hein, c'est-à-dire, il n'y avait pas un système d'abonnement. Et voilà. Et parce qu'il y a un truc autour des jouets dans le livre, où tu parles des jouets en Algérie, Oui. et du fait que grâce à l'invention du plastique thermomoulé, tous les jouets étaient thermomoulés et donc d'une qualité pauvre, avec des bouts de plastique qui débordent sur tous les éléments. Et du coup, est-ce que tu jouais avec les gadgets de Pif Gadget ou tu avais juste accès au... On n'avait pas le Pif Gadget tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, quand mon père me l'achetait ou que j'arrivais à... Oui, je jouais avec le plastique de Pif Gadget était beaucoup mieux. J'avais passé un petit peu ces images rapidement, j'espère que personne les a vues. Là, on est un peu plus tard, là tu as à peu près 17-18 ans. Beaucoup plus tard, oui. C'est ça, et donc on en parlait tout à l'heure, tu as fait une histoire de une dizaine de pages. De 16 pages. De 16 pages sur Windows 3.1. Ouais. Je pense que ça parle à tout le monde. Avec Paint. Voilà. Et pourquoi ? C'est horrible, je sais pas. Parce qu'il y avait un ordinateur et 3.11, tu peux rien faire avec le Windows 3.11. Il y avait Word et Paint. Et Solitaire, je pense. Donc voilà, oui. il restait Paint. D'accord. Et tu avais envie de dessiner sur l'ordinateur ? Oui, pourquoi tu t'es dit qu'on pouvait dessiner sur l'ordinateur ? Je ne sais pas comment cette idée m'est venue. Hein, parce que je ne sais pas comment c'est venu, mais peut-être ce qui pourrait être la solution, c'est parce qu'à ce moment-là, à la maison, il y avait une seule télé. Et que s'il y avait mon père, c'est lui qui choisissait le programme. Et que, voilà, il y avait un ordinateur aussi, sans Internet, sans rien, sans jeu. Donc voilà, il y avait Paint et je pense que ça m'amusait de dessiner sur l'ordinateur. Mais voilà, tu vois, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien. Il y a un petit esprit jeu vidéo, quand même. Oui. Dans le décor. T'arrivais à faire du décor, du coup, à ce moment-là. Là, j'osais. Hein. Ouais, j'avais écrit 18 pages. Et voilà. Et ça parlait de quoi ? Au fait, ça parlait de ce qu'on vivait à l'époque. C'était une histoire de 3 personnes. Il y avait un militaire, un barbu et un gars normal. Et c'était une histoire entre... Ils se bagarraient l'Algérie, qui s'appelait Notre Propriété. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Non, ça n'a pas changé depuis. C'est vrai, dans le tome 2, je vais mettre un dessin à la fin. Et tout ce que... Oui, c'est toujours pareil. Donc déjà, à ce moment-là, tu avais envie de parler d'Algérie. Oui, à ce moment-là déjà, oui. Et quel était ton état d'esprit par rapport à l'actualité algérienne, par rapport à la politique algérienne ? Est-ce que tu avais un esprit militant ou engagé à ce moment-là ? J'étais pas engagé ni militant, mais j'étais enragé contre le pouvoir et contre les militaires. Voilà, ça j'avais la haine. Et ça, c'est un état d'esprit que tu partageais avec des amis ou la fratrie ou des choses comme ça ou... Je pense qu'il y avait, il y avait beaucoup de monde qui partageait le même avis. Mais c'est vrai que j'étais... déjà à ce moment-là, j'étais peut-être un petit peu plus enragé que les autres. Parce que je me rappelle, il y avait pas beaucoup... On vivait une période très difficile, c'était une guerre civile. Et il n'y avait pas beaucoup de plages avec de la sécurité. Les seules plages qui étaient à Alger, je me rappelle, c'était des plages militaires où il fallait avoir un badge. Et le badge, il fallait que tu aies une connaissance militaire pour que tu puisses y aller. Et moi, j'ai toujours boycotté ça. Tu vois, donc même si j'avais 18 ans, mais j'étais contre voilà. Je préfère ne pas me baigner que d'aller me baigner avec des privilèges. Voilà. À 18 ans, tu étais encore dans cet immeuble ?
Oui, Ouais. je suis resté longtemps là. Mhm. En Algérie, il y a une crise de logement. Mhm. Donc là où tu nais, tu crèves. Tu restes, ouais. Oui. Parce qu'il est particulier cet immeuble, on l'a pas recontextualisé spécifiquement, mais donc je vous invite évidemment à lire le livre. Mais du coup, ce bâtiment a été créé spécifiquement pour les Jeux méditerranéens De de 75. 75, et Oui. donc du coup, il était extrêmement contemporain. Il était contemporain, il était beau, il était esthétique. Et dans un parterre, disons, extrêmement ouvert, avec des arbres, avec des centres sportifs, c'était etc. une cité olympique qui Oui. était moderne, qui était au summum de ce qui se faisait à l'époque, dans un esprit un petit peu socialiste. C'est-à-dire, tu vois, l'architecture... En arc de cercle. Voilà, j'ai pas le mot. Et voilà, il était très moderne. Avec tout, il y avait un bac à sable, c'est de la science-fiction, un bac à sable en Algérie à l'époque, hein. Avec de l'éclairage, de la minuterie, voilà. On avait des balcons. Tu racontes pendant un long moment du livre que d'ailleurs c'était cette forme de privilège, parce que c'en était un, de vivre dans ce bâtiment, jusqu'à ce que, évidemment, les choses font que tout s'effondre, même cette modernité-là. Oui. Du coup, vous étiez vu aussi par les autres cités environnantes comme pas des Algériens. Pas comme des Algériens, oui, parce que dans l'immeuble, il y avait tous les coopérants qui sont venus enseigner le sport. Et donc, c'était des Russes, des Cubains et des Allemands de l'Est. Il y avait une majorité de Russes, donc il y avait beaucoup de blonds. Et automatiquement, l'immeuble était neuf, avec beaucoup de têtes occidentales. On s'est fait appeler les Roama, qui veut dire les Français. Alors qu'il y avait, il y avait des Russes, des Cubains, des Allemands. Non, il n'y avait pas de Français. Mais comme je pense que le français, c'est l'étranger, c'est voilà, tout étranger à l'époque, c'était un Français. On va juste avancer un petit peu dans le temps sur ta biographie. Donc tu as commencé à faire des études de design graphique aux Beaux-Arts d'Alger. Aux Beaux-Arts d'Alger. Du coup J'avais 19 ans. 19 ans. Ok. Et tu nous as envoyé gentiment. Tu vas nous dire ce que c'est. Voilà, on va le diffuser. Les réalisations de l'époque. Voilà. Donc ça, t'avais 19 ans. Non, je devais avoir 21. Illustrator 9, Photoshop 6. Il y a une utilisation de l'ordinateur assez impressionnante chez toi. Des pixels encore. Okay. Je voulais faire absolument. Oui, mais il n'y avait pas d'autre moyen de la faire. Hein. Je ne savais pas faire autrement. Et c'était dans quel cadre, du coup? On va le remettre. C'était... on avait un module vidéo aux Beaux-Arts. Et donc, on devait écrire une histoire, faire un storyboard, un synopsis. On apprenait à faire tout ça. Et donc, moi, j'ai fait l'animation. À ce moment-là, j'adorais tout ce qui était animation, l'école des Gobelins, on passait les courts-métrages sur Canal+, tout ça. J'adorais, je voulais faire ça absolument. Et donc, ces études de design graphique, elles t'ont apporté quoi? C'était en combien d'années? C'était en 5 ans. Okay. Mais je n'ai fait que 4. D'accord. Il vaut mieux ne pas rentrer dans ça. D'accord. Et donc, tu as fait beaucoup d'animation pendant ces années-là et de recherche, d'illustration un petit peu aussi. Est-ce qu'il y avait la place pour de la bande dessinée? Pas du tout. En fait, la bande dessinée n'a pas sa place du tout aux Beaux-Arts d'Alger à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé. Et c'est ce que je regrette un petit peu. C'est parce que quand je suis allé là-bas, moi je suis allé avec mes bandes dessinées, mais on m'avait fait vite comprendre que ça servait à rien, qu'il fallait faire design graphique et que voilà.
Et donc j'ai laissé tomber la BD complètement et j'ai fait voilà, de l'infographie, du design, de la pub, tout ça. Ok. Donc en sortant de là, tu avais cette formation plutôt en sortant de de là, pub, graphisme. Ouais, j'étais déjà dans la pub, je travaillais déjà. On a quelques images, je crois, d'ailleurs. Ouais, j'en ai réservé une. Parce que du coup, tu bosses dans la pub en fait en sortant des Beaux-Arts directement. Oui, j'étais encore étudiant, j'ai commencé à bosser parce que dans la pub, tu gagnes facilement ta vie. Très bien. Donc tu étais dans une agence? Oui, j'ai fait plusieurs agences, oui. Ok, donc là, un exemple de création. Alors, le slogan peut-être, c'est de toi? Non, c'est pas de moi, c'était le nom de l'émission. Ok. Et le Wesh, je sais qu'en ce moment il est très en vogue en France, mais cette pub elle date de 2010. Et le Wesh en Algérie ou en Tunisie, ça veut juste dire quoi? Ça n'a rien à voir avec le Wesh d'ici. Hein. On se met d'accord, et quand on l'a dit ici, ça voulait pas dire ça. Oui, ça a une autre connotation. Ça a une autre connotation, voilà. C'est-à-dire, voilà, là, Wesh We Can, c'était juste de dire on l'a fait, parce que c'est une chaîne de télé, Nesma, la voiture rouge. C'était une chaîne de télé privée, la première en Tunisie. Et voilà, ils avaient couvert le festival de Cannes et ils étaient fiers. Et donc là, tu disais que tu as fait cette pub en 2010. 2010, tu oui. parlais de Tunisie parce que tu es arrivé en Tunisie en 2006. En 2006, fin 2006, Ouais. oui. Pour travailler, dans la pub, publicité. Oui, parce que en Algérie, c'est un pays un petit peu rude, rustre. Et en Tunisie, je me rappelle, on m'avait dit qu'il y avait la séance unique. La séance unique, c'est genre tu travailles de 8h à 14h30 pendant juillet-août, quand il fait chaud. Et je pouvais pas résister à ça. J'étais dans une agence de com qui avait une agence à Tunis. Et je leur ai dit, est-ce qu'il y a de la place à Tunis? Parce qu'il fait chaud là. Voilà. D'accord. Et je suis allé pour la séance unique. Hein. Donc 2006, tu es en Tunisie. Tu as travaillé combien de temps dans cette agence? J'ai changé, j'ai fait plusieurs agences, mais j'ai fait 10 ans de pub en tout et pour publicité. tout. Ok. 2006-2016. Et à cette époque-là, il n'y a pas du tout de travail parallèle de bande dessinée pour l'instant. Ouais. Pas de la BD. J'ai essayé encore de faire de l'animation tout seul. J'ai fait un peu d'animation et j'ai fait mon blog Yahya Boulahia voilà. après la Révolution. Ouais, une fatwa donc par ça, jour. c'est en 2011, l'année de la Révolution tunisienne. Ouais. Et là, tu as effectivement... Alors, ah oui, j'avais mis ça en fait. Ça c'est de la publicité? Non, ça c'était un magazine. Ça c'était en 2013 ou 2014. D'accord, ok. C'était dans un magazine algérien. Ça, j'ai mis ça parce que... resitue un peu ce dessin. Ça, c'était les années... Ça, je pense que c'était en 2003... Ça, c'était en 2003. J'apprenais Illustrator et j'essayais de faire un portrait de Bouteflika. Je dessinais Bouteflika, oui, je sais pas pourquoi. Il y avait pour me moquer de lui, sûrement. Oui, il y avait une envie de caricature derrière, en fait. Oui. C'est un peu ton première, ton envie d'aller vers la caricature politique un peu. Oui. Est-ce que tu as eu envie de travailler dans la presse notamment? Au fait, ça, je vais le raconter dans le tome 2. Ah, d'accord. Mais je peux le dire, j'ai fait des dessins dans la presse assez jeune. Okay. Le premier, il remonte à 93, donc je pense que j'avais 15 ans. Sur Windows? Non, à la main. Okay. C'était... Mais je raconte en détail dans le tome 2. Voilà, je voulais arriver là. Donc ça, c'est... Ça, c'est 2011, je pense. C'est donc des dessins que tu postais tous les jours. Sur un blog. Sur un blog. Sur un blog et voilà. Et sur Facebook. Oui. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as... C'est en réaction du coup à la révolution tunisienne? À la révolution tunisienne, j'ai inventé ce personnage qui s'appelle Yahya Boulahia. C'est un nom et c'est un prénom et qui littéralement veut dire vive le barbu. Et parce que juste après la chute de Ben Ali, il y a eu la montée de l'islam politique en Tunisie. Les Tunisiens, ils sont un petit peu peace and love, c'est les peace and love du Maghreb. Et moi, j'ai essayé de les avertir parce que j'avais vécu ça en Algérie. Ils me disaient tous mais non, ça n'arrivera jamais, c'est nous on est un plus machin, on est plus voilà, tranquille. Et donc j'ai fait ce blog
pour avertir un petit peu les Tunisiens sur le danger de l'islamisme. Et je faisais des fatwas, voilà, pour dénoncer, ou des fois, je dessinais des choses qui allaient arriver. J'étais le Nostradamus. Donc tu prends j'allais dire des anecdotes, pas du tout, Non, des faits. Des faits, voilà, L'actualité. l'actualité, oui, c'était pas le bon mot. Tous les jours, tu lis la presse, tu vois ce qui s'est passé par rapport à ce sujet-là, et tu l'illustres. Et tu t'en moques. Oui. T'avais besoin de le faire, ou c'était en plus de vouloir avertir, ou pour toi c'était une manière de... Non, c'était tout. C'était tout. C'était pour avertir surtout. Et parce que je l'avais déjà vécu, je l'ai vécu jeune en Algérie. Donc le revivre une autre fois un petit peu adulte, il fallait en parler. Et c'est là en fait que beaucoup de gens te découvrent. Oui, là il a eu beaucoup de succès en Tunisie. Et c'est là aussi qu'on découvre ton ton avec beaucoup de cynisme, oui. On peut le dire, c'est le mot. Oui, tu acceptes. Qu'on va retrouver dans tous tes livres, enfin d'autres qu'on va voir. Ouais. Et ça, j'ai entendu en revoyant un peu ton travail, en relisant des interviews, que tu disais que c'était une des caractéristiques aussi de l'humour algérien. Oui, j'ai tous les caricaturistes comme Dilem, ceux qui étaient dans le Menchar, la revue, ils ont, même les humoristes comme Felag, ils ont un temps, c'est-à-dire très sinistre et il y a beaucoup d'autodérision aussi. J'ai hérité de chez eux, je pense. Tu t'en avais conscience de ce ton-là? C'est une manière c'est un style d'humour que tu pratiquais déjà, ou que j'aimais bien? Oui, j'aimais bien. Je suis assez moqueur, j'étais. J'en ai mis quelques-uns. Vous pouvez aller voir sur le site de Salim, il y en a pas mal, à des niveaux différents. Voilà. Et on arrive donc en 2016. Oh là là, déjà, le temps passe tellement vite. Avec ton premier livre édité, compte d'éditeur. Donc c'est une coédition. C'est une coédition tunisienne et française. Voilà. Et donc, voilà, je pense que tout le monde voit le titre. Alors, il y a eu 2 titres. Oui. Et ça, c'est le titre pour le Maghreb. Pour le Maghreb. Oui. Et sinon, pour le titre en Europe, c'est 100% bled en plus. Oui. Voilà. C'est celui-là. Voilà, donc comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur? Et renverser ce... Voilà. On renverse le verre en même temps. Il était vide, heureusement. Comment se débarrasser de nous, mais du coup, de qui tu parles, le nous? Explique-nous un peu ce livre. Ce livre, c'est un livre que j'ai fait pour montrer un petit peu toutes les tares des sociétés maghrébines, pour voilà, nous mettre, c'est de l'autodérision, c'était pour nous mettre nos vérités en face de nous. Et donc le titre officiel, c'était ce que je voulais moi comme titre, et comment la BD elle était pensée, c'était comment améliorer le monde en se débarrassant des Arabes. Titre non retenu. Non retenu. Non retenu par la France. C'est-à-dire c'est la maison d'édition française qui n'en voulait pas. Elle avait fait des essais avec les commerciaux, tout ça. Ils m'ont dit non, impossible. Et donc on est tombé sur ce compromis de comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur. Et après ils ont rajouté le 100% bled. Et au fait toute la BD, c'est chaque page, c'est une solution pour se débarrasser des Arabes. Les Arabes, bon les Maghrébins, pas les Arabes du Moyen-Orient. Et chaque page, c'est une tare de la société, c'est un défaut que j'aurais aimé qu'on corrige ou quelque chose comme ça. Alors là, j'ai mis une page, je ne sais pas si on la lit bien, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez récurrent. Tu mets souvent des modes d'emploi dans tes livres. Et là, c'est le mode d'emploi du livre qui explique qu'effectivement, on va retrouver des solutions un peu tuto pour se débarrasser des Arabes, je lis. Et tu expliques aussi que le mot arabe fait référence à un nom donné par les colons. Oui. Voilà. Oui, parce que voilà, le Maghreb, on n'est pas arabe, on est amazir, berbère. Et comment tu as géré en fait la lecture qui allait être faite à la fois par des lecteurs
maghrébins, tunisiens notamment et algériens, et des lecteurs européens qui n'ont pas du tout la même vision de... Oui, au fait, si tu connais pas le Maghreb, si tu n'as pas vécu au Maghreb, ça va pas te parler. C'est-à-dire, c'est clair. Il faut... parce que cette BD-là, je l'ai faite pour nous, même si elle s'adresse aux... Je fais semblant qu'elle s'adresse aux Occidentaux, mais non, elle s'adresse à nous et c'est pour nous corriger, nous. Donc, si tu connais pas le Maghreb, ça va pas te parler, mais si tu connais, si tu as passé des vacances, si tu as vécu un petit peu là-bas, oui, ça va te parler. Quelle a été la réception de ce livre quand il est sorti? Pratiquement tout le monde a adoré. Hein. Il y a quelques personnes qui ne... Parce que c'est du second degré, qui ne comprennent pas le second degré, donc n'ont pas aimé, mais généralement, elle a cartonné. Tout le monde a aimé, oui. Même les Arabes. Quels ont été les retours? Est-ce que ça les amusait? Est-ce qu'ils comprenaient juste ton... Mais tout est juste. J'ai rien rajouté, j'ai rien... Tu vois, c'est juste... Ça fait mal, mais c'est la vérité, c'est comme ça. On arrive en 2021. Avec donc le deuxième livre, une coédition aussi. Pareil, les mêmes. Donc, comment réussir sa migration clandestine? Là encore, du cynisme dans le titre. Oui. Il y avait un autre titre prévu avant? Non. Là, ça a été retenu direct. Ouais. Ok. Alors là, la particularité, c'est que... Alors, il y a du vécu, mais du vécu que tu as recueilli. Tu as utilisé des témoignages de migrants, oui. Que tu as trouvés dans la presse ou... Il y en a que j'ai trouvés dans la presse. Il y en a qui m'ont été refilés par des journalistes, par une réalisatrice aussi de documentaires. Voilà. J'ai pioché un petit peu dans la... Je suis parti d'histoires vraies d'abord. Que tu as rendu fiction ensuite. Que j'ai rendu fiction, oui. Pour recontextualiser un petit peu, il faut peut-être repréciser qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui partaient de Tunisie pour aller à Lampedusa, en Italie, Europe. Donc en fait, la Tunisie était quand même un lieu... Toute l'Afrique subsaharienne, elle passait par la Libye aussi. Oui. Mais comme la Libye, c'est devenu trop dangereux, ils passent par la Tunisie. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Tunisie aujourd'hui, c'est un calvaire. Le ton de ce livre est un peu différent parce que tu es moins sur un fonctionnement de blague. Oui. Tu es plus vraiment sur une écriture de fiction. Et d'ailleurs, quand on les lit dans l'ordre un peu de sortie, tes livres, c'est assez surprenant, surtout que le désamorçage de... En fait, tout ça ne sont que des histoires au final vraies, parce que issues d'histoires vraies, prises dans des brefs de journaux ou dans des rencontres. C'est assez hallucinant. Il est dur à lire ce livre. Il est même voire insoutenable sur certaines histoires. Oui, il est insoutenable, il est dur. Je te l'avoue. Même en le faisant, je trouvais ça... Une des premières histoires, sans la spoiler, c'est quand même quelqu'un qui essaye d'apprendre à respirer dans sa baignoire pour s'entraîner à respirer sous l'eau. Oui. En pensant qu'il va développer des bronchies, quoi, pour pouvoir... Il boit de l'eau de mer. Il boit de l'eau de mer tous les jours. Oui, c'était. J'avais raconté ça pour dire voilà le prix à payer pour traverser, perdre son humanité, se transformer en monstre. Voilà. Quand j'ai fait cette BD, au fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exagération, mais ce que j'ai exagéré moi, il est beaucoup moins que la réalité. C'est-à-dire, la réalité, elle est... Quand mon éditeur français avait lu la bande dessinée, il m'avait dit qu'il n'allait pas l'éditer. Il m'avait dit que je suis allé trop loin. Cet humour-là, c'est-à-dire, on ne pouvait pas rire de ce genre de choses. Et j'ai dû lui envoyer les vrais articles pour qu'il sache que tout ça, c'était la vérité, c'est pas moi qui ai exagéré. Oui, dans le livre, il y a aussi une référence à tous les articles. Oui, il y a un QR code, parce que il y a des histoires qui sont insoutenables, qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire, même si tu veux imaginer les pires perversions, tu vas pas penser à ça. J'étais obligé de mettre un QR code pour que les gens croient. Et heureusement, c'est des témoignages audio recueillis par une journaliste qui était sur le SOS Méditerranée. Et donc, effectivement, dans ce livre, c'est à la fois insoutenable et en même temps, tu racontes certaines histoires avec une légèreté assez déroutante. Le procédé du mode d'emploi aussi qui est réutilisé d'ailleurs dans la manière dont tu as de déconstruire les cases et de raconter les histoires rend aussi un ton léger. Parce que c'est un guide. Oui, là j'ai mis le mode d'emploi du gadget qu'il y a dans le livre,
qui est une espèce de nuancier. Qui te permet de savoir tes chances de réussite de la migration avant de démarrer. Parce que si t'es noir, c'est pas la peine. Tu finiras en prison. Et cette dérision, cette légèreté là sur ce sujet-là, comment tu l'as abordé Mais je pense que le sujet, il est tellement grave et tellement lourd que je savais faire que ça déjà. C'est ton langage naturel en fait. Et aujourd'hui, beaucoup moins. J'ai changé un petit peu. Mais voilà, il fallait de l'humour un petit peu dans ça. Je sais pas si je fais ça aujourd'hui, si je le ferais de la même manière. Je pense que j'ai gagné un petit peu en maturité. Peut-être que je le ferais pas comme ça. C'est vrai que c'était trash. Mais le sujet est trash aussi. Voilà, il y a des gens comme celui-là qui payent les traversées avec des organes. Donc, voilà. Et derrière cette volonté de faire ce livre, il y avait une envie encore de évacuer un sujet qui te... Sûrement, parce que ça, c'est un sujet des plus récurrents et des plus fréquents, la migration. Hein, tu entends parler depuis que tu es jeune. Des gens qui partent, qui veulent partir, c'est présent déjà. C'est présent déjà dans les sociétés maghrébines, dans les familles, dans tes copains, tout le monde. Tu connais, t'as tout le temps quelqu'un qui est parti ou qui va partir. Et en plus des migrants subsahariens que tu vois tous les jours, qui sont là, qui galèrent. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on vit tout le temps. Et de la même manière, quels ont été les retours de ce livre-là ? Celui-là, oui. Celui-là, il était tellement trash, et comme les histoires, elles sont vraies, il a plu à tout le monde, mais il est difficile un petit peu à lire. C'est peut-être par ce livre-là qu'on t'a plus connu ici en France ou en Europe. Oui. Tu as eu pas mal d'articles. Oui. Celui-là, il a été beaucoup médiatisé ici, oui, c'est vrai. En 2014, je crois que je me trompe d'année. Les dates, c'est moi qui vais les dire. Tu dis les dates. Toi, je suis pas bon en dates. J'étais meilleur en français que. Il y a eu le Hirak en. Le Hirak, c'était en 2019, je crois. Voilà, donc j'étais pas loin quand même. Oui, non, t'es pas loin. En Algérie. En Algérie. Ça, c'est mon cher pays, oui. Donc, qui est. Je sais pas comment on peut le définir, une tentative de révolution. C'était une révolution avortée. Hein. C'est ça. Ouais, c'est une révolution qui a failli aboutir. Et donc, toi, tu es en Tunisie depuis plus de 10 ans. Oui, je suis en Tunisie. Quel est ton rapport avec l'Algérie pendant ces 10 années ? C'était le rapport a toujours été difficile avec l'Algérie. Hein. C'est un rapport d'amour et de haine continu. Donc moi, je croyais pas qu'il allait avoir une révolution en Algérie ou une révolte, surtout après les 10 ans de guerre civile. Et je pensais pas que ce peuple-là... D'ailleurs, je me rappelle ça. C'était une caricature de Dilem qu'il avait fait et j'avais adoré pendant le Hirak. Parce qu'à ce moment-là, c'était le 5e mandat que voulait faire Bouteflika. Et il était malade, il était mourant sur sa chaise roulante. Ouais, et il y a eu le Hirak, la révolte. Et Dilem a fait un dessin, dans une bulle, je crois que c'était un médecin, il disait « Il est vivant !» Et il parlait du peuple. Et j'avais adoré, voilà. Moi, je pensais que l'Algérie était morte, mais elle s'est réveillée pour le Hirak. J'y croyais pas, mais c'était génial. C'était un moment d'euphorie, d'espoir. T'es allé en Algérie à ce moment-là ? Je suis allé en Algérie à ce moment-là. Je suis allé 2 fois manifester et j'ai fait des dessins. Là, j'ai fait des dessins tous les jours pratiquement. Oui, tu as repris le principe. J'ai repris le principe. Je faisais des dessins pour encourager les gens à sortir, pour démoraliser le pouvoir, pour me moquer, voilà. Mais cette pratique de critique quotidienne et de dessin, en fait, tu l'as quasiment jamais abandonnée depuis la fatwa de Najour. C'est-à-dire que tu continues à avoir une pratique de... Pas quotidienne, surtout en mais événement, voilà. Disons. Mais voilà, quand il y a quelque chose, je réagis, oui. Je le fais. Et donc on est en 2019, ça j'ai bien noté, à ce moment-là. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu envie de reparler d'Algérie dans un de tes livres ?
Ou est-ce que c'était une idée qui... Non, c'est une idée qui est venue par hasard, mais je crois en 2021, après le Covid. Et j'avais fait juste le constat de mon immeuble, de mes voisins au fait, qui étaient tous partis, qui avaient tous quitté l'Algérie. Et j'avais fait des genre j'avais demandé à tout le monde, j'ai essayé de chercher tout le monde et où est-ce qu'il était. Et j'avais constaté, je pense qu'il y avait plus de 50% qui étaient partis à l'étranger. Et j'allais poster ça sur Facebook. Ensuite, j'en ai fait 4 planches, juste pour raconter un petit peu l'immeuble, comment il était bien, comment on est tous partis. Et j'avais posté sur Facebook et j'ai eu des retours, beaucoup de retours positifs. Tout le monde nous disait oui, raconte-nous plus, voilà, ça a l'air bien. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire la BD. Très bien. Donc, en fait, dans cette bande dessinée, on en a déjà parlé. Donc, alors, c'est une partie d'une double page qui explique un peu le site de la Cité Olympique. Donc ça raconte à la fois ton enfance, mais aussi enfin je parle des 2 tomes du coup. Ça va raconter surtout l'histoire de l'Algérie et de la montée de l'islam politique pendant de la guerre civile. Tu avais une volonté de parler de l'Algérie aussi quand tu avais commencé à raconter cette histoire d'immeuble Oui, j'avais envie de parler de l'Algérie. Parce que cet immeuble-là, il a toujours été à l'image de l'Algérie. Il était beau et moderne et il a été construit en 75. En 78, déjà, il partait en vrille. Donc j'avais envie de raconter ça et j'avais plein d'histoires que je voulais raconter. Parce que pour un peu expliquer le système narratif sans spoiler du tout, en gros, il y a un vrai parallèle entre la détérioration rapide de l'immeuble et celle de l'Algérie. Et avec en point d'orgue de ce premier tome, c'est le 5 octobre 88. Donc avec les manifestations de jeunes, où il y a eu 500 morts, si j'ai bien... Oui. Qui ont été réprimés dans le sang, massacre. Dont un des premiers qui a été d'ailleurs au CNS, donc le bâtiment qui était en face de celui-ci. Oui, au fait, la cité olympique, elle a été construite juste à côté d'une cité très populaire, avec des barres d'immeubles, genre à la HLM, 12 étages sans ascenseur, où il n'y avait rien. Il y avait juste un terrain de foot. Et c'était une cité de flics, avec des familles très nombreuses des années 70, parce qu'on était socialistes et Boumedienne poussait... il voulait avoir une armée de main-d'œuvre, tu vois. Donc, quand on avait beaucoup de naissances, c'était des familles très nombreuses, une cité très chargée. Et nous, on était à côté, un seul immeuble, 3 étages, 2-3 petits blonds. Et, un bac à sable. Un bac à sable, et ça dénotait complètement. Et je raconte... Je fais le parallèle entre ces 2 cités et j'essaie de raconter toute la complexité de l'Algérie et de l'abandon de l'État, comment il a abandonné le peuple à lui-même. Et voilà, et je raconte comment cette cité, elle a payé avec le premier martyr qui avait 17 ans. Ça, c'est moi. C'est de la censure. C'est la censure. Je peux toujours parler, donc je vais juste... meubler en disant que j'ai perdu ma phrase du coup. C'est pas grave. En fait, il y a à ce moment-là, après le 5 octobre 88, pour resituer, il y a une demande du pouvoir des imams de reprendre en main la jeunesse, en fait. Et tu expliques que c'est à partir de là que l'islam politique est rentré en jeu. Oui, parce qu'ils ont complètement foiré sur ce coup-là. Comme les manifestations, elles ont été spontanées, et c'était une rage. C'était une rage des jeunes qui n'avaient pas tous été à l'école. Ils étaient abandonnés par l'État, au fait. Et ils n'ont trouvé le seul moyen pour eux de réclamer, parce qu'il y avait beaucoup de pénuries à ce moment en Algérie, il n'y avait rien pour les jeunes. Et le seul moyen, c'était de casser, de vandaliser, pour montrer un petit peu leur colère. Il y avait de l'ennui aussi, parce qu'il n'y avait rien. Oui, il y avait de l'ennui, il n'y avait rien. Mais je pense pas qu'ils ont détérioré par ennui, ils ont détérioré par rage. Parce que tu rentrais, il y avait des galeries sur le Fellah, c'était étatique, il y avait une seule galerie en Algérie, c'est-à-dire de supermarché.
et les rayons étaient vides. C'est comme dans les films de science-fiction, hein. Genre, t'avais rien. Et t'avais un seul produit, tu devais faire la queue. Et donc, les jeunes se sont révoltés comme ça. La police a été vite dépassée, et ils ont appelé l'armée. Et l'armée, elle a réglé ça très vite avec des armes, Kalachnikov, balles explosives. Elle a tué tout le monde, 500 morts. Et pour désamorcer ça, c'est-à-dire plus l'armée elle tuait, plus le peuple devenait fou. Pour calmer ça, les militaires, ils ont trouvé la brillante idée d'appeler les imams, fonctionnaires de l'État, de leur demander de faire des prêches pour demander à la jeunesse de se calmer. Et comme il y avait des imams salariés, des imams freelance, on va dire, c'était des mosquées autofinancées. Eux, ils en ont profité pour faire entrer l'islam politique. De dire, voilà, la solution, c'est l'islam, la charia, tout ça. Et tu racontes du coup tout ça avec ta vision d'enfant. Tu as quel âge J'ai 10 ans. 10 ans, oui. J'ai 10 ans. Et pendant tout le livre, on découvre toute cette histoire de l'Algérie, mais aussi toutes les anecdotes d'enfants. On parlait des jouets fabriqués en plastique. Et en même temps, on voit pas tellement ta famille. On te voit juste errer avec des copains, beaucoup de copains. Ouais. On te voit plus dehors que dedans. Ouais. Mais c'est parce que je voulais pas raconter ma vie. C'est-à-dire toutes les anecdotes, elles me permettaient d'avancer un petit peu dans l'histoire de l'Algérie. Mais tout ce que j'ai mis, je l'ai mis à contre-cœur. C'est-à-dire c'était juste pour la narration. Mais je voulais pas raconter ni ma famille. D'ailleurs, c'est leur histoire, elle leur appartient. J'ai pas envie de la raconter. Voilà. C'est dans les premières versions de ce que tu racontais, tu en montrais moins de ton enfance. Oui. Le premier découpage où il y avait rien de moi. Est-ce que là il y a une discussion avec l'éditrice Pas que l'éditrice. J'ai fait lire ça à des potes aussi. Et tout le monde était unanime. Il me disait voilà, il faut un petit peu plus. Il faut que tu racontes un petit peu plus sur toi, il faut qu'il y ait un petit peu plus d'affect. Parce que c'était que l'immeuble et l'Algérie, c'était... voilà. Et après, ça permet de faire des ponts aussi quand même, parce que les relations, même si elles sont pas très nombreuses, celles que tu fais avec les interactions avec tes parents, avec ta mère aussi, c'est très intéressant. En fait, ça fait rebondir sur des choses qui nous font comprendre la logique. Au début, toutes ces histoires-là, j'allais les faire par quelqu'un d'autre. Hein. Tu les as fait valider par tes parents? Non, ils ont vu après. Ils n'avaient plus rien à dire. Mais j'allais les faire, faire par une autre personne. Ah oui, c'est toi. Quand c'était ma mère, j'allais dire c'est une voisine. Et bon. Ouais. Et après, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai envoyé à des potes. Est-ce que ça se fait de dire ça sur sa mère? Je dis oui, tu peux. Et moi j'ai une question, je sais déjà un peu, mais il y a un personnage dans ce livre qui m'a perturbé, qui est un espèce de personnage qui n'a pas la même forme que les autres, qui est un espèce de gribouillis avec des yeux blancs, une espèce de silhouette fantomatique qui vit et qui pop à 2-3 endroits en plus un peu tristes. Et jamais tu n'expliques que fait ce personnage dans ce truc, et jamais ce n'est expliqué, en tout cas tout le long du premier tome. Oui, au fait, c'était pas prévu que ça soit 2 tomes, c'était un seul livre, et donc il était trop gros, on a dû le diviser, mais c'était un seul livre, donc tu aurais su le... Ah, je l'aurais su tout de suite. Tu l'aurais su, voilà, avant de finir le livre, donc tu le sauras dans le tome 2, mais effectivement, oui, c'est un personnage important. Ok. Bon, bah voilà. ou c'est un élément important, je sais pas. Ouais. Mais je vous invite à le trouver, il y a un petit côté Où est Charlie quand même, parce que vraiment à chaque fois il pop, genre tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, lui, encore, à ne rien dire et rien faire. Oui. Encore une fois, on sent aussi ce mélange de dérision, de légèreté pour expliquer des sujets tragiques. Tu disais que tu le faisais un peu moins maintenant, ce côté un peu, on va dire pas trash, mais de cynisme, tu l'utilisais moins. Je l'utilise, mais peut-être j'ai l'impression que je l'utilise un petit peu mieux, je ne sais pas. Mais je l'utilise toujours. Oui, mais je dose peut-être un petit peu mieux. Ou je ne sais pas, peut-être je vieillis, peut-être
Je suis un peu moins trash. Est-ce que tu en as moins besoin ou parce que tu t'es juste assagi si on peut dire ça, mais... Je ne sais pas. Mais non, je pense que je maîtrise un petit peu mieux. Donc je l'utilise, mais c'est mieux. Plus fin, encore. Voilà, plus fin. Je dose mieux. Avant, je vomissais. Et moi, je trouve qu'il y a un gap conséquent de complexité dans le dessin, dans la couleur, dans l'utilisation des espaces, des architectures, des paysages, etc. Comment tu as procédé pour la fabrication de ce livre? Est-ce que tu es retourné? Est-ce que tu as travaillé à partir de photos? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nécessairement expliquées par du plan ou des points de vue zénithal, etc. Au fait... J'ai dû retourner en Algérie, mais après le Hirak, quand ils ont commencé à faire des incarcérations des prisonniers d'opinion, je ne sais plus comment on dit, je perds les mots. Il n'y avait plus de liberté d'expression, il y a eu beaucoup de détenus d'opinion, voilà. Et notamment des caricaturistes et tout ça, donc j'avais peur de partir en Algérie. Et quand j'avais eu l'idée de cette bande dessinée, et je savais qu'il fallait que je rentre en Algérie, j'ai arrêté tous les dessins politiques. Bien avant, genre j'ai arrêté pendant 8 mois, j'ai fait aucun dessin, je me suis fait oublier. Et je me rappelle, j'avais pris un nouveau téléphone, tout laissé, j'avais peur d'être arrêté à la frontière et je suis rentré en Algérie. Et j'ai pris pratiquement le plus de photos possible de l'immeuble, des zones dont je voulais, et j'avais pas encore toute mon histoire, donc... Mais j'ai pris le maximum de photos avec lesquelles je travaille aujourd'hui. J'ai fait comme ça. Et voilà. Et tu as aussi demandé pas mal de vérifications historiques. Oui, parce que déjà moi j'étais jeune, je m'en rappelais pas. Et c'est pas évident de tout trouver sur l'Algérie, c'est-à-dire dans les archives, tout ça. C'est peut-être, sauf si on est peut-être sur place. Même sur place, c'est pas évident. Et donc je voulais que mon histoire elle soit juste parce que je voulais raconter l'histoire politique et je voulais que tous les événements soient justes. Donc j'ai fait lire ça par deux historiennes qui m'ont validé toutes les dates et tout ce qui s'est passé. Et pour les documents d'archives sur le bâtiment, parce que le bâtiment évolue tellement que même les matériaux sont remplacés, le design architectural très contemporain devient un mélange de ce qu'on a et de ce qu'on peut rebricoler, quoi. Ouais. Donc ça, tu as réussi à retrouver des étapes J'ai pas trouvé les étapes. J'ai retrouvé le monsieur qui était le chef de chantier de la cité olympique. On avait beaucoup parlé, parce que cette cité olympique, elle a été... Maintenant, si tu vas sur Google, tu cherches la coupole, qui est le joyau de la cité olympique. Je trouve qu'elle a été construite par Oscar Niemeyer, l'architecte socialiste de l'époque, le Brésilien, celui qui a fait Brasilia. Et finalement, non. Quand j'ai trouvé le chef en chantier, il m'a dit non, c'est pas Oscar Niemeyer, il y avait que... C'était une équipe faite d'Algériens et d'autres nations. Il y avait des Brésiliens, un Grec. Et voilà. Et Oscar Niemeyer était là. Il y avait son nom, je pense, sur la liste. C'était juste pour gagner l'appel à projet. L'appel à projet, oui. Parce que c'était une concurrence entre des sociétés françaises et algériennes. Et il y en avait d'autres. Et ils avaient tellement baissé le prix que Oscar Niemeyer ne pouvait pas suivre. Donc ils avaient gardé juste son nom pour gagner le projet, mais c'est pas lui qui a construit. Et je sais pas pourquoi je parle de ça. C'était quoi tu ne dormais pas. C'était les images d'archives. Voilà. Et tu as rencontré le chef de projet. Donc j'ai rencontré le chef de projet et tout le monde, tous mes voisins qui sont vieux maintenant, ils m'ont raconté un petit peu l'histoire de cette cité olympique, de pourquoi nous on habite là, pourquoi il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de, c'était une dictature, donc il y a eu beaucoup d'abus, de vols et de voilà, des appartements destinés à tel, il y a un autre qui les prend. Tu vois, si je vous explique rapidement, c'est qu'il y avait 3 immeubles, un pour les fonctionnaires de l'Institut de sport, l'immeuble dans lequel j'ai grandi, un autre pour les étudiantes de l'Institut et le 3e pour les étudiants. Et il y avait des villas très modernes pour tous les directeurs du complexe.
Donc les villas, elles ont été réquisitionnées pour le ministère par quelqu'un. Ils ont placé les directeurs dans notre immeuble. Et ceux qui devaient vivre, les professeurs dans notre immeuble, ils les ont placés dans le foyer des filles. Et les filles les ont mis avec les garçons, ils les ont divisés sur 2. C'était ça l'Algérie, ça a toujours été comme ça. Donc voilà, tout le monde m'a raconté un petit peu des bribes et j'ai essayé de reconstruire l'histoire à travers ça. Et l'histoire que tu racontes dans ce premier tome et dans le deuxième, c'est une histoire qui est enseignée ou qui est racontée en Algérie? Pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait cette BD, déjà parce que 5 octobre 88, pour moi, qui est le déclenchement, c'est de là que la guerre civile elle est venue de là. Et aujourd'hui, ce n'est ni une journée commémorée, ni on en parle, ni enseignée. Et elle disparaît de plus en plus. Et comme l'être humain, il a tendance à enjoliver tous ses souvenirs, cette révolte d'octobre 88, aujourd'hui, on l'appelle les manifestations d'octobre. Comme si c'était Peace and Love, tu vois. Alors que c'est trash. Et la guerre civile, on l'appelle la décennie noire. Et aujourd'hui, on l'appelle même la crise sécuritaire. Et j'ai fait cette BD-là pour raconter en détail ce qui s'était passé et pour les futures générations. Et alors, j'ai pas les pages à diffuser, mais pour cet événement d'octobre 88, tu utilises un documentaire animalier pour l'illustrer. Oui, parce qu'en Algérie, on avait une chaîne étatique unique qui commençait à 17h, qui finissait à 22h. Et quand il y avait quelque chose dans le pays et que tu voulais t'informer, il passait un documentaire animalier. Donc à la fin, quand on voyait un documentaire animalier, pas au moment du documentaire animalier, tu savais qu'il y avait, on savait qu'il y avait quelque chose. Et du coup, c'est malin, parce que tu as tout fait en documentaire animalier. Et donc, j'ai dessiné octobre 88 parce que je voulais le détailler. Pour moi, il fallait que je parle de la torture parce que l'armée avait torturé ces jeunes-là. C'est impressionnant de torturer des jeunes manifestants. Et comme c'était trash, que ta propre armée torture des gamins de 15 et de 20 ans, je voulais vraiment écrire ça et le détailler, mais je ne pouvais pas le dessiner. Et donc j'ai pris les animaux et j'ai raconté octobre 88 à travers des hyènes et des gnous et des zèbres, voilà. Des herbivores et des carnivores. J'ai l'impression de poser toujours la même question, mais du coup, C'est pas grave. les retours de ta famille, est-ce qu'ils ont, sur le livre, justement, de tes connaissances algériennes qui ont grandi avec toi ou qui ont pu voir le livre? De ton copain allemand, algérien. Oui, il a adoré. Lui, je l'avais complètement perdu de vue. Et je l'ai recontacté pour cette BD. J'ai eu son contact grâce à son père. Il m'avait envoyé quelques photos de lui. C'était dans l'histoire le blond qui se fait taper, quoi. Oui, mais en Algérie, excusez-moi, mais quand t'es blanc, tu te fais taper. Même si t'es algérien et t'as la tare d'être blanche, tu te fais taper. D'être blanc, tu te fais taper. C'est comme ça, c'est une question de couleur. Et de principe, je plaisante. Hein. Et tes parents? Mes parents, ils n'ont pas encore lu la BD parce que elle doit arriver en juillet. Mais ma sœur, mon frère, ils ont adoré. Mes potes qui vivaient avec moi un petit peu dans le quartier, tout le monde a aimé. Tout le monde a... Ils m'ont dit que... ils ont retrouvé plein de choses, ils ont adoré. Il y en a qui ont été un petit peu bouleversés parce que ils me disaient, on sait très bien que tout ce que tu racontes est vrai, on l'a vécu, mais on n'arrive pas à y croire. C'est-à-dire, maintenant, c'est-à-dire ils ont chassé ça de leurs souvenirs, toutes les pénuries d'eau, tout ce qu'on a galéré, tu vois. Ils l'avaient oublié. Ils veulent pas, ils me disent, oui, non, mais pour eux, c'est de bons souvenirs. Mais quand ils lisent maintenant avec une critique aussi, c'est-à-dire d'aujourd'hui, ils me disent, on a eu une enfance de merde. Ils veulent pas croire ça, tu vois. Ils me disent... Ça... Oui, parce que souvent, les trucs étaient quand même transformés en trucs cool, même quand ils étaient horribles, quoi. Mais pour nous, c'était cool, parce qu'on était enfants. Mais pas là, d'eau, pas d'eau. Bah oui, c'était rigolo, parce que on te donnait un jerrycan et toi, ça t'amusait de trouver où est-ce que je vais trouver de l'eau. Mais maintenant, quand tu y penses adulte, tu me dis, mais j'aurais pu faire autre chose. Voilà.
Est-ce que le livre est sorti en mars? En mars, En le mars. 15 mars, oui. Tu as fait pas mal de signatures, etc. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de ton livre à des jeunes et pour leur expliquer ce que c'était l'AG à ce moment-là? Est-ce que tu as eu un petit peu d'échanges ou pas encore? Non, pas vraiment. avec des jeunes, non. Oui. Non, mais j'ai eu la surprise, chaque fois que j'ai fait des salons, de retrouver des gens que je connaissais, c'est-à-dire pas que je connaissais pas, mais une catégorie que je soupçonnais pas. C'était des Français qui ont vécu en Algérie dans les années 80. Leurs parents étaient coopérants, soit architectes, soit profs, soit... Et ils ont vécu en Algérie. Et dans les salons, ils viennent. Et j'adore, ils me disent, on a vécu la même chose, et c'était dans des villes différentes, et je pensais pas qu'il y avait des Français qui ont eu la même enfance que moi. Ils ont dit, oui, les galères de remplir de l'eau, tout ça, et ça m'a fait plaisir. Je savais pas qu'il y avait des Français qui ont mon âge et qui ont vécu en Algérie dans les années 80. Par rapport à ton dessin sur ce livre, c'est beaucoup plus de pages que les autres, puisqu'il Oui. y en aura en tout combien? Tu sais à peu près combien de pages fera le deuxième? Le premier fait 300. 150 et quelques, non? Ouais, c'est ça? Un peu plus? Plus, en page dessinée, ou je ne sais pas en page dessinée, mais ça va faire dans les 340, les deux. Comment tu as abordé ce nombre de pages assez conséquent? Ben, il fallait, hein, mais voilà. Pour le dessin, c'est grâce à Nantes un petit peu, hein, grâce à Fumetti. Mais c'est vrai, la résidence qu'on a faite en 2022 m'a beaucoup appris. C'est-à-dire en fréquentant tous les artistes qui dessinaient à la main, qui dessinaient tous les jours, ça m'a permis je me suis beaucoup amélioré. Voilà, avec le contact des BDistes. Pour en parler en deux mots aux personnes qui ne situeraient pas, c'est une résidence qui s'est déroulée entre avril et juin 2022, où vous étiez... On était 15. 15, oui, à moitié nantais, à moitié tunisois. Pour réaliser, donc au final ça a été une exposition, etc. ici au Festival Fumetti et notamment ce journal. Le cycle s'appelait Kif Kif et donc effectivement il y a eu beaucoup de sessions de dessin ici à Fumetti à la main, quelque chose que tu faisais plus vraiment. Oui, je faisais plus. Moi je dessinais qu'à la tablette et avec Guillaume on avait travaillé sur le jeu. Et il dessinait à la main. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé à dessiner à la main. J'avais vu aussi Benjamin qui dessinait tout le temps à la main, il assurait grave. Et je voulais faire la même chose. Donc j'ai commencé à dessiner à la main. Et c'est pour ça que je me suis amélioré en dessin. Et voilà, ça va plus vite maintenant. Il y a, du coup, c'était aussi l'occasion en tout cas pour nous, et puis c'est un peu l'idée de parler de la bande dessinée surtout tunisienne, mais au final du Maghreb. Comment est-ce que toi tu pourrais la définir rapidement, la bande dessinée algérienne à la limite et tunisienne? C'est des questions difficiles. C'est parce qu'il nous reste une demi-heure. Ouais. Est-ce que je peux réfléchir? Je ne sais pas comment définir la bande dessinée algérienne. Hein. Elle existe puisqu'il y a un grand festival. Elle existe, je ne sais pas, c'est le festival international. Oui, on l'a arrêté pendant le Covid. Il y a eu une petite pause. Ouais, là, il a repris timidement l'année dernière. Mais elle existe, il y a beaucoup de... Moi, j'ai commencé grâce à ça. Il y a beaucoup de BDistes, mais c'est pas assez... C'est pas assez régulier, c'est pas assez conséquent. Mais il y en a beaucoup. Il y en a peu, mais de qualité. Moi, j'ai commencé grâce à ça et j'adore. Moi, j'avais une question aussi par rapport à ça. C'est plus par rapport à ta méthodologie de travail et ton environnement de travail. Tu travailles comment? Tu es chez toi la plupart du temps? Tu travailles dans des cafés? Parce que c'était intéressant aussi, Kif Kif, pour faire travailler plusieurs personnes en même temps et des réflexions communes. Et aussi le format du livre... du fanzine avec un groupe de personnes qui dessinent autour d'un même sujet, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est extrêmement c'est américain, c'est français, mais est-ce que c'est des choses qui existent? Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà pratiquées avant Kif Kif?
Non, j'avais pas pratiqué ça déjà parce qu'on n'est pas nombreux, hein. On est très peu à faire de la bande dessinée. On n'est pas dans les mêmes villes. Pour regrouper deux BDistes qui font de la BD dans une même ville, c'est pas évident. Donc non, je faisais pas ça. En Tunisie, je travaillais beaucoup dans les cafés parce qu'il faisait beau et à la maison. Voilà, les deux. Donc pas d'atelier avec Pas d'autres d'atelier, artistes. j'ai rejoint un petit peu, c'était pas un atelier, c'était un coworking space, voilà. Mais sans plus. Et maintenant que tu as quitté Tunis, Maintenant, je suis dans tu as un fait un atelier. passage par la France. Mm. Maintenant, tu Oui, vis je suis dans un atelier, c'est Ok. trop bien. Ouais, ok. Ouais. Avec, c'est en Belgique, avec que des Flamands. Ok. Je pige rien. Mais c'est bien. Non, c'est bien, je suis content là. J'ai réalisé un rêve. C'est un rêve pour moi. C'est quelque chose que tu voulais depuis un moment, Ah oui. venir travailler Oui, avec des gens, avec des gens dessinateurs. Voilà, du métier. Et voilà, tu peux échanger, tu peux. Ils sont tous autoristes de bande dessinée. Pratiquement la plupart. Il y en a un ou deux qui sont enseignants, quelque chose comme ça. Mais la plupart, ils font de la bande dessinée. Oui. Et ça te nourrit encore d'échanger avec eux Oui, ça me nourrit. Ça me nourrit de lire, d'échanger, de voir. Oui, je pense que ça va venir. Et est-ce que le fait de ne plus être sur place aussi, tu as l'impression que ça modifie, disons, tes sujets? Alors là, tu es sur le 2e tome Oui. de Wama. Oui. Mais est-ce que... Obligatoirement. Oui. Ouais. Oui, ça, obligatoirement, moi. Déjà, ça fait un moment que pour moi, je connais plus la société algérienne aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas là-bas. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Je pourrais pas la raconter. Mais je pourrais peut-être raconter un petit peu l'Europe. Voilà. Tous mes dessins, ils sont pas... Je pleure le soleil. Hein. Là, sur le 1er tome, tu t'arrêtes à 92. Oui. En 92. Ouais. Et le 2e, tu vas aller jusqu'où, du coup? Jusqu'à 2000. Okay. De 92 à 2000. Mais pour moi, c'est-à-dire, tout le tome 1, je l'ai fait... C'est comme... je l'ai fait juste pour introduire le 2. Hein. Pour moi, la BD, elle commence au 2. T'es un très bon vendeur. Mais je te jure. Mais le 1, je l'ai fait parce qu'il fallait expliquer le contexte, c'est tout. Là, tu es en train de travailler sur le 2e. Oui. Tu as commencé les pages définitives, c'est ça? J'ai commencé l'ancrage, oui, avant-hier. Ouais. Donc, c'est quelque chose que tu vas finir en septembre, c'est ça? Il faut que je le livre en octobre. Ah oui, donc c'était pas une blague en fait. Oui. De toute façon, il va pas faire beau. Donc c'est pas... Non, mais en sachant que août, je travaillerai pas. Donc voilà. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça se fait. Mais voilà, j'espère. Okay. Donc c'est pour une sortie déjà? C'est pour Angoulême, okay. Janvier 2025. Très bien. Okay. En parallèle de ce travail-là, on a vu que tu es... alors, on va faire sur pause, puisqu'il faut que je passe par autre chose. Mais vu que tu es maintenant dans le Star System, on te demande des choses, par exemple, à nouveau de l'animation pour Arte. Pour Arte, des petites pastilles autour de l'Algérie. Au fait, ils avaient fait une série de documentaires sur l'Algérie et pour le 60e anniversaire, je crois, de l'indépendance. Et ils avaient demandé des capsules d'animation. C'est-à-dire, ils avaient tiré des séquences des documentaires. Ils nous avaient demandé de les animer pour les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai eu ce témoignage-là que j'ai animé. On va le lancer pour... Ça, j'ai adoré faire ça. Pour l'audience, si ça veut bien. Dommage que ça... الشيخ هذا كان متحمس ماشي بيقرا ماشي على القرآن بيقرينا. ومن بعدها في ذاك اللحظة راح للصبورة ووقف وقال له هذيك ويكتب. كتب لنا في ذاك النهار شعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب. راه جاي بها وحنا نعاودو موراه نقراو ونكتبو. هو الحق فإذا هلك يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب والحروب ولا تهب. دوكا ومن بعد قال زاد كتب لنا البيت تاع فإذا هلكت في صيحتي تحيا الجزائر ونشوفوا يبكي في واحد البكاء يوصي تشوفي الشيخ يبكي هكذا.
Donc ça, tu l'as fait en réalisant le premier tome. Tu étais en train de le faire? Oui. J'étais en train de le faire et j'avais pris, je crois, 15 jours pour le faire. Comme j'avais jamais fait d'animation officielle comme ça avant. On a vu que tu en avais fait une avant. Mais... Oui, 20 ans avant. Superbe avec le loup, là. Oui. Et donc là, j'ai fait 800 images. Je savais pas. À la main, image par image, j'avais téléchargé un logiciel. J'ai fait comme j'ai pu. Parce que j'ai dit oui. Comme d'habitude, j'ai dit oui sans ça. Voilà. Tu fais? Oui, je sais, bien sûr. J'ai déjà fait. Oui. Et voilà, j'ai réalisé ça en 3 semaines ou 15 jours, je sais pas. Comment s'est passé là? Ils connaissaient ton travail, ils sont venus te solliciter? Ils m'ont sollicité. Je pense qu'ils ont sollicité des illustrateurs algériens, je pense. Et il y avait des Français aussi. Et voilà, il m'avait dit qu'il m'avait trouvé sur Instagram. Ça m'avait fait plaisir, mais je le crois moins maintenant parce que depuis, plus personne ne m'a trouvé. Et donc, je sais pas. Tu as continué aussi des histoires courtes, oui. Notamment là, c'était dans le cadre. Ça j'ai adoré, mais dommage, j'ai pas partagé ça. J'ai pas encore partagé ça sur les réseaux. C'est sur ton site. Oui, c'est sur mon site, mais sur les réseaux, j'ai pas partagé ça. C'était dans le cadre de la COP28 pour... La COP28 qui se déroulait, je crois, à Dubaï. Oui. Et donc, ils nous avaient dit, dans le brief, c'était un festival qui avait toujours... Moi, on m'appelle toujours dans les trucs d'arabe. Hein. Donc, ils avaient fait des trucs... moi, je déteste ce mot, déjà. Et... non, parce que je me considère berbère. Hein. J'ai rien contre les Arabes. C'est bien. J'allais faire de l'humour. Non, mais c'est bien, ça marche. Et donc, ils nous avaient dit, oui, voilà, il fallait parler de la COP, de sensibiliser. Et moi, pour moi, déjà, la COP 28 en Arabie Saoudite, avec un CEO qui est directeur d'une entreprise pétrolière, tout ça, c'est lui le président. Donc, je voulais absolument, c'est-à-dire ils allaient afficher ça à Dubaï, je voulais absolument critiquer tout ce qui se passe dans la région par rapport à l'écologie. Donc les îles artificielles, tout ça. Oui, parce que finalement tu réutilises ton langage du cynisme. Oui. Tu disais que tu t'étais calmé, mais finalement... Oui, mais je le fais un petit peu... Effectivement, tout est muet, je crois. Oui, tout est muet. C'est encore un documentaire animalier. C'est comme Mordillo. Moi, j'adore. Oui, voilà. J'ai pris un dromadaire qui fait des absurdités, genre voilà. Il construit une île artificielle pour se mettre dessus. Il fait que des trucs qui se font pas. Les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite, il faut le faire, ça aussi. Hein. Et finalement, ça montre un peu, là, quand on voit un petit peu tout ton travail, qu'il est toujours guidé par une critique de politique, de décision... d'actualité, etc. C'est quelque chose qui te... Je pense que j'ai un peu de rage en moi, hein, ça, il faut... Oui. J'ai de la... Voilà, Mouloud en Europe. Et donc ça, tu as... Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup tourné. Ça a cartonné, ce truc. Mais alors, ça a cartonné. C'est des vidéos de 2 millions de vues. Moi, sur mon compte, j'ai 5000 followers. La vidéo, elle fait 2 millions. C'est une histoire de 3 pages. Oui. On va la montrer. Donc, on a la couverture qui parodie Tintin. Avec la page de garde et donc l'histoire, voilà. Pour décrire aux personnes qui ne verraient pas l'image, donc on a juste une case, la première case qui est un passeport, enfin un visa qui est refusé. De l'espace Schengen refusé. Voilà, et donc fin de l'histoire. Donc c'est très court. Et le reste est blanc, mais faut la faire. Mais 48 cc. Mais tout le monde je reçois des messages si je vous montre est-ce qu'on peut acheter Mouloud. Mais j'ai pas pu la faire. Ça aurait plus la même dimension finalement, elle se suffit comme ça en fait cette histoire. C'est tout l'intérêt de. J'aimerais bien la faire pour de vrai, genre un bloc-notes parce que toutes les pages elles sont vides. Hein. Et de la vente. J'ai contacté une maison d'édition, peut-être qu'ils pourraient m'aider à la faire. Ah, peut-être la 5e couche. Ça ouais. Mais si, je les ai contactés, voilà. Ouais. Et ils sont habitués des procès de j'ai envie famille Moulinsart. Parce qu'on avait imaginé ça, on s'est disait, purée, si Tintin était maghrébin, déjà il n'irait nulle part. Voilà. Et j'ai pris 10 couvertures à peu près de Tintin et je les ai toutes parodiées. Okay. Genre...
pour faire. Et j'ai fait ça la première, mais elle a tellement bien marché que j'ai laissé tomber les autres. Ça voulait plus rien dire. Mais là, j'en ai préparé une. Si jamais l'extrême droite gagne, elle est prête. C'est Mouloud chez les fachos. Mais je vous parle Alors, pas de l'image. ça fait bonne transition avec la question que j'allais te poser sur justement tout ton parcours et est-ce que l'actualité te donne encore envie de produire, de la commenter en tout cas en bande dessinée. Est-ce que ça te donne envie de refaire des blogs et des blagues aussi? Des blogs non, mais ça me donne envie de critiquer, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que mes derniers trucs c'était par rapport à la Palestine. Mais comme ça sentait pas très bon ici en France de parler de la Palestine, et comme ma situation me le permet pas, j'ai arrêté. Je me fais oublier. Prends un autre nom, un nom d'auteur. Je sais pas, oui, mais voilà. Mais pour l'instant, la BD me prend trop de temps et ce dont j'ai envie de parler, voilà, j'ai pas envie je me fais oublier un petit peu. Sauf si l'extrême droite elle passe là, j'ai plus rien à perdre. C'est comment tu le vois toi, de ton point de vue qui est un peu particulier maintenant en Europe, mais en ayant vécu justement dans plusieurs pays du Maghreb avec une histoire forte avec la France. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement en dessin par rapport à ce sentiment un peu étrange de ces dernières semaines? Oui, c'est... Je n'ai pas assez de culture politique française, c'est-à-dire je me suis intéressé à ça de loin, donc je connais pas très bien. Mais on va dire que c'est une tendance mondiale, hein, l'extrême droite. Est-ce que de la même manière, tu as commenté un peu la situation politique algérienne et tunisienne d'aujourd'hui, qui est assez compliquée aussi? Oui, l'Algérie, c'est-à-dire je continue. La Tunisie, ça part vraiment en vrille. Mais j'y arrive plus. Ça devient trop complexe peut-être de savoir quoi dire Non, je sais quoi dire, surtout par rapport à la Tunisie et l'Algérie. Un petit peu, je sais quoi dire. Mais peut-être que je suis un petit peu dans une période... J'ai des phases comme ça où je fais rien, hein, où j'arrive pas. Je suis trop affecté par ça. Mais on va voir. Et est-ce que Je suis en manque de vitamine D. Au fait, en Tunisie, je m'installais beaucoup dans les terrasses. Il y avait du soleil, j'avais un crayon et une feuille. Et voilà. Maintenant, tu as des flamands. Maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, tu es tout le temps à la maison. Donc, voilà. Avec un ciré. Voilà, avec un ciré à l'intérieur, oui. C'est un petit temps d'adaptation. Est-ce que tu as des envies, finalement, aussi d'histoires qui ne soient pas du tout reliées à l'actualité ou sur des sujets politiques ou qui est déjà prévu après même... des histoires sans rien. De fiction qui soient... Je suis en train d'écrire une nouvelle histoire, mais qui pourrait être un petit peu fiction, mais elle est reliée à l'histoire. Tu vas dire, je pense qu'il me faut toujours... comme j'ai un petit peu de rage, il faut toujours que j'explose sur quelqu'un. J'ai fait le blog là où il n'y avait rien. Après les 3 ans, 3 ans et demi d'Yahya Boulhaya, j'en pouvais plus de la haine des islamistes. J'ai arrêté, j'ai fait un blog avec des dessins colorés. Tu n'as aucun dessin Non, je ne l'ai pas mis, mais effectivement sur ton site. J'ai fait ça. Ouais. J'ai fait une année d'humour que pour de l'humour. Voilà, il n'y avait rien. Mais déjà, c'est bon. J'ai fait. Un défouloir. Oui. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller voir ton site parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui. Ça résume pas mal. Ça nous a facilité la vie un petit peu. Oui, c'était super. Et donc tes 3 livres. Que vous pouvez retrouver à la Pédiathèque d'ailleurs. Voilà. Ils sont tous les 3 ici. On les a empruntés un petit peu là. Ouais, ils seront tout à l'heure là-bas.
Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Pierre? Non, pas vraiment. Donc, éventuellement, on peut vous proposer de poser des questions. On a un micro. On a un micro. On a encore quelques minutes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ou des griefs, peut-être? Ouais. Des tomates achetées? Oui. Cerise. Sinon, on peut tous Sinon, on peut aller boire des bières. Voilà, boire des cafés. prendre l'air, boire des bières. Et voilà, il y a du soleil. On peut en Ah oui, profiter. je vois ça. Et éventuellement, on peut t'applaudir. Ouais. Oh, merci.